Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock et comme à tous les mardis à cette heure-ci, j'ai Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et associé avec moi et on va parler d'un sujet fort intéressant. On va parler de REER, on va parler de REER saisissable ou non saisissable et ça fait suite à une émission qui a été présentée sur Cube Radio avec Isabelle Maréchal comme animatrice et François Bibeau qui était là, qui lui est un notaire, est un spécialiste à ce niveau-là. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, le sujet aujourd'hui est tout à fait particulier parce que ce que moi j'ai compris dans cette émission-là, c'est une émission de 15 minutes, c'est que finalement, mes REER en tant que travailleurs autonomes sont saisissables. Est-ce que je dois m'inquiéter? Ben, c'est tout à fait. C'est une bonne observation. Ce que j'ai pas, moi, quand j'ai écouté cette entrevue-là, j'étais un petit peu scandalisé sur qu'est-ce qui était véhiculé parce que ce qu'on expliquait, c'est effectivement que les REER des gens qui sont insolvables, donc qui ont des difficultés financières, pouvaient être saisissables, alors que les fonds de pension, exemple de fonctionnaires, n'étaient pas saisissables. Donc, à la base, cette information-là est vraie parce que des fonds de pension, des fonds FTQ, CSN ou des fonds de pension là, qu'on peut avoir dans n'importe quelle entreprise, c'est effectivement insaisissable quand on est insolvable. Okay. Et c'est effectivement saisissable des REER au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, ce que M. Bibeau indiquait, c'était que le Québec et le Nouveau-Brunswick étaient différents des autres provinces, dans lesquelles les autres provinces, c'était tout le même statut, puis c'était insaisissable. Ouais. Donc, jusque-là, factuellement, c'est vrai. Des gens qui étaient insolvables allaient se faire saisir leur REER. Et ça, c'est là que je voulais rassurer les gens qui regardent Cube Radio ou les gens qui pourraient entendre ce message-là, parce qu'il y a eu aussi une lettre ouverte dans le Journal de Montréal, si je ne me trompe pas là-dessus. Je veux démystifier un petit peu ça, parce qu'il y a des raisons. Dans cette entrevue-là, on dit, c'est comme s'il n'y avait pas de raison, qu'il y a une différence entre un REER et un fonds de pension. Il y a une différence importante entre un REER et un fonds de pension, puis on s'en parlait un petit peu avant de rentrer en ondes. Un fonds de pension, là, vous essayerez de sortir ça comme vous voulez. Vous essayerez de sortir un fonds FTQ sans faire de justification. Ça ne fonctionne pas. On a des limitations importantes dans les fonds de pension. Donc, c'est très bon pour la retraite, c'est prévu puis c'est fait pour la retraite, mais on n'a pas un plein contrôle là-dessus. Alors qu'un REER, vous décidez de sortir votre REER au complet demain matin, vous avez le droit de le faire. Donc, vous avez 300 000 en REER, vous le sortez, vous allez payer une très grosse part d'impôt, ne se le cachons pas, mais c'est faisable de le faire. Donc, il faut séparer, premièrement, que c'est pas la même chose. Okay? Donc, ça, c'est le premier point que je voulais qu'on discute ensemble. OK. Donc, un fonds de pension au niveau de la fonction publique, c'est un fonds de pension avec les règles d'un fonds de pension. Un REER, c'est un REER, c'est personnel, ça t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Oui, c'est ça. Puis, fonds de pension, c'est tous les fonds de pension, c'est pas juste la fonction publique. Là. Il y a des entreprises qui ont établi des fonds de pension, des entreprises privées, puis les gens ont accès, c'est les mêmes protections, c'est les mêmes principes. Là où il arrive une inéquité selon M. Bibeau dans ces éléments-là, c'est que un travailleur autonome n'a pas de fonds de pension, donc il y a des REER, donc il se bâtit ses REER, doit les bâtir lui-même. Donc les professionnels, les notaires, les comptables, moi-même, c'est ça que j'ai là, c'est des REER que je bâtis moi-même, donc ils sont, selon ces dires-là, sont effectivement saisissables si je suis insolvable. La chose qui se passe, par exemple, qui n'est pas mentionnée là-dedans, c'est que quand on est insolvable, on a des difficultés financières, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait aller voir un syndic autorisant l'insolvabilité. Et on devrait arriver avec une stratégie. On ne devrait pas se laisser saisir jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien. Donc, ce qui arrive, là, c'est que dans la vraie vie, ce que M. Bibeau expliquait n'arrive pas. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis syndic, que je travaille en insolvabilité, plus de 10 ans que je suis syndic autorisant l'insolvabilité, puis je n'ai jamais vu de cas où les gens se sont fait saisir un REER de façon légale. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des saisies de REER d'institutions financières, c'était illégal, on a dû contester, puis ça a été remboursé. Donc, essentiellement, là, ça n'arrive pas le risque qu'ils veulent. Je dis pas que ça n'arrive jamais parce que c'est sûrement déjà arrivé, mais ça n'arrive pas qu'une carte de crédit va arriver puis va aller saisir les REER. Donc, c'est un gros cri d'alarme pour quelque chose qui arrive très, très peu et que je n'ai jamais vu parce que les gens qui sont responsables, qui ont des difficultés financières, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont s'asseoir avec un syndic autorisant l'insolvabilité. Et là, quand on dépose une faillite ou une proposition de consommateur de règlement avec nos créanciers, on vient de protéger nos REER. Donc, on vient de faire il y a le même principe qu'avec le fonds de pension. Donc, quelqu'un qui vient me voir qui a 300 000 de REER
c'est pour sa retraite, il a parfaitement le droit. Et si cette personne-là fait une faillite ou fait une proposition de consommateur, ses REER vont être protégés, peu importe le montant de dette qu'on a libéré. Donc, ça vient rencontrer le même objectif que le fonds de pension, sauf que il faut ça être pris en main, faut être allé voir un syndic pour aller chercher une solution. Et si, avec le syndic, la solution n'est pas la faillite ou n'est pas la proposition, on va arriver avec un plan de match dans lequel on va payer les dettes, et donc, il n'y a pas personne qui va aller saisir nos REER parce qu'on a un plan de match, on va faire des paiements, puis on va être capable de payer nos dettes. Donc, c'est pour ça que dans aucun cas de personne dans mon bureau, c'est arrivé ça que les gens se sont fait saisir des REER. Encore là, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas vrai que c'est différent au Québec par rapport à d'autres provinces, ça l'est. Mais dans la réalité, là, c'est excessivement rare que cette différence-là est pertinente. Et une carte de crédit vont préférer envoyer ça dans des agences de collection, harceler les gens, les faire rendre fous complètement par des appels à 8 heures et à 8 heures le soir, 8 heures le matin, sans arrêt. Donc, les gens, normalement, dans ce contexte-là, vont venir nous voir. On va stopper les appels par des procédures qu'on va déposer ou on va arriver avec un plan de match. On va leur expliquer aussi des lois qui leur permettent de faire arrêter l'harcèlement. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire, mais la saisie des REER est rarement un impact. Là où c'est dangereux de se faire saisir un REER, c'est quand on a des dettes gouvernementales, parce que les gouvernements, surtout Revenu Québec, est beaucoup plus agressif que d'autres créanciers, puis ils sont très rapides à pouvoir saisir. J'ai déjà vu des codes de gel d'appliquer sur des REER, mais la journée où on arrivait avec la loi, une faillite, une proposition qui incluait les dettes du gouvernement, les REER étaient débloqués. Donc, j'ai pas vu de cas où ça l'a amené une saisie, mais le gouvernement veut que les gens se responsabilisent. Donc, si ils ne font rien et qu'ils laissent des saisies là, puis qu'ils vont pas voir un syndic pour se protéger, pour qu'il y ait vraiment un professionnel qui évalue leur situation puis qui les aide, là, éventuellement, oui, ils pourraient saisir les REER. Donc, c'est pour ça que pour les gens qui ont des dûs avec le gouvernement, on leur dit venez nous voir rapidement pour qu'on ait plus de marge de manœuvre et qu'on s'assure de protéger vos REER, votre maison, vos actifs du gouvernement, parce que si les gens viennent nous voir trop tard, les hypothèques sont prises sur des actifs, effectivement, ils sont saisissables. Donc, il y a des nuances importantes, puis c'est ça que je voulais qu'on clarifie aujourd'hui. L'autre chose que je vois, encore une fois, il y a deux provinces qui gèrent d'une façon et le reste du Canada est totalement différent, ou en tout cas un peu différent. On en a parlé la semaine dernière. On semble retrouver cette situation-là régulièrement au niveau de la loi. Absolument, parce que c'est quand même complexe. Il y a des lois qui sont fédérales, il y a des lois qui sont provinciales. Puis, la particulier de plus qu'on a au Québec, il y a des différences juridiques provinciales importantes entre le Québec et le Canada. Il y a des philosophies aussi importantes, mais on est tous dans la même fédération. Donc, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des jugements qui vont arriver au Québec, puis qui vont, on va dire, monter dans les tribunaux. Ils vont avoir la Cour du Québec, il y a la Cour d'appel, puis il y a la Cour suprême. Des fois, il y a des décisions qui vont être renversées parce que la Cour suprême a préséance dans la décision pour que ce soit une décision unique au Canada. Mais encore là, il demeure des éléments de droit qui sont uniques à chaque province. Fait que c'est pas des choses simples. C'est pour ça que les avocats, les notaires ont du travail parce qu'ils connaissent bien le juridique de leur province. Mais encore là, malheureusement, on le voit avec la Chambre des notaires. Dans l'entrevue, il disait que c'était 1 an et demi qui planchait là-dessus et que tout le monde était surpris. Les élus ne connaissent pas ça. Les députés ne savaient pas ça qu'il y avait qu'un REER pouvait être saisissable. Encore là, un petit appel de 2 minutes avec un syndic ou l'écoute de nos chroniques qu'on fait ensemble aurait amené facilement ces notaires-là à savoir que effectivement des REER, ça devient insaisissable quand on utilise la loi, mais c'est saisissable si on l'utilise pas. Puis je suis convaincu que c'est pas vrai que les notaires ne savaient pas ça, là. Mais je trouve ça, je trouvais ça alarmant pour la population, cette lettre ouverte-là, et probablement pour vraiment une très, très, très faible minorité de gens. Fait que pour ce qui est d'harmoniser, d'avoir des règles égales au Québec ailleurs au Canada, je suis bien d'accord avec lui. Mais pour ce qui est de l'impact que ça a, puis de toute l'ampleur médiatique, puis de passer 1 an et demi là-dessus sur ce projet-là, là j'ai plus de difficultés parce qu'il n'y a pas de réelles conséquences présentement que je vois. Puis moi, c'est dans mon travail, si je ne rencontre que des gens qui sont insolvables et les gens qui viennent nous rencontrer, c'est qu'ils se prennent en main, puis on protège leur REER, puis on protège leur maison, puis on protège pas juste les REER, on protège les autres actifs. Avant de venir se faire saisir les REER, il faut avoir été délinquant bien longtemps avec bien du monde. Puis personnellement, je l'ai pas vécu.
Il y a une question quand même qui vient me chercher, qui est pas liée directement au REER, mais le travailleur autonome, lui, c'est sa façon de faire, de mettre de l'argent de côté, mettre des REER, mais des fonds de pension, on est capable d'en avoir même comme travailleur autonome avec des institutions comme la FTQ et compagnie, non? Ben, t'as raison qu'on peut contribuer, on peut, dans nos placements, on peut avoir des placements qui sont reliés avec la FTQ ou le CSN. On peut avoir ces placements-là. Et oui, si on a ces placements-là, ils sont insaisissables en cas de faillite ou de proposition ou de saisie de nos créanciers. Donc oui, tu as raison que les gens peuvent en avoir. Souvent, ben, là où c'est payant, là, des fonds FTQ, on va dire, c'est pour sauver de l'impôt parce que c'est des rendements qui sont typiquement plus bas sur une longue durée. Okay. Donc, c'est des placements qui sont moins rentables. Donc, c'est pour ça qu'il y a une subvention supplémentaire au niveau de crédit d'impôt. Donc, typiquement, les travailleurs autonomes vont pas nécessairement aller vers ça. Souvent, si on est travailleur autonome, c'est qu'on veut aller optimiser, on veut optimiser nos rendements, on veut faire des placements qui vont faire des meilleurs rendements que ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui ont des très, très bons revenus qui vont avoir une partie de ces fonds-là dans leur portefeuille pour diminuer leur fardeau fiscal. Mais c'est pas... je dirais que c'est très variable, c'est en fonction des convictions de chacun, puis de la volonté aussi fiscale versus ce rendement. Là. Il y a ça aussi. Le calcul qu'on fait lorsqu'on parle de ce type de rendement-là versus des REER, parce qu'on a le droit d'avoir un maximum de REER en tant qu'individu, est-ce qu'on vient chercher de l'argent dans ce maximum-là pour les transférer là ou le maximum demeure intact par rapport à un fonds de placement? Bien, mais quelqu'un qui a un fonds de pension, il y a un calcul qui se fait d'un facteur d'équivalence. Okay. Donc, exemple, quelqu'un qui travaille et qu'il contribue à son fonds de pension, puis que il y a comme un calcul qui se fait par le fonds de pension, qui vient établir un facteur d'équivalence en plafond REER et qui vient diminuer la capacité de la personne de prendre du REER. Donc, okay. Quelqu'un qui a un très bon fonds de pension, typiquement, là, sur son avis de cotisation, il pourra pas prendre de REER en plus de son fonds de pension parce qu'il y a un facteur d'équivalence qui vient lui diminuer son plafond REER. Donc, c'est pour assurer aussi une certaine équité, hein, évidemment, entre les gens, parce que quelqu'un qui pourrait et prendre son fonds de pension et mettre de l'argent dans ses REER, ben là, il y aurait un double avantage là, par rapport aux gens qui peuvent seulement prendre du REER en fonction on a un maximum de REER qu'on peut prendre, peu importe le revenu qu'on gagne. Ouais. Ben, c'est la même chose avec les fonds de pension. OK, donc il y a une balance qui s'installe à quelque part là-dedans. Oui. Pierre-Paul, on donne des coordonnées, mon cher, pour vous rejoindre. On est déjà rendu à notre temps maximum. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au LACASSE, info@lacasssyndic.com, peuvent aller sur notre site internet LACASSE et Associés ou sur notre Facebook, notre LinkedIn. On répond évidemment à toutes les questions des gens. Et donc, paniquez pas avec cette nouvelle-là si vous avez vu ça, si vous avez des REER, vos REER sont pas en danger. Si vous êtes insolvable et que vous avez beaucoup de difficultés à régler les dettes, ben là, vous venez me rencontrer, puis on fait un plan de match ensemble, puis on s'assure que les REER sont pas impactés. Mais ça devrait pas être un enjeu à court terme pour les gens. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Merci, Denis.